Salam alaikum, Azul, bonsoir. Trop de grosses bavures, d'outrances, de scandales, de dépassements en tout genre, qui viennent aggraver encore plus qu'elle ne l'est. Et elle l'est déjà suffisamment trop. L'image atroce du régime. Trop de ces scandales, de ces dépassements, se déroulent en même temps. Comme si des milieux non identifiés cherchaient à salir plus qu'elle ne l'est déjà. Et ô combien l'est-elle, l'image de ce régime qui semble partir en quenouille. Regardez bien l'image de l'enlèvement de Rachid Nekez, un rapt perpétré par des services de sécurité, vraisemblablement, passés maîtres en la matière pourtant, qui ont enlevé et très probablement assassiné plus de 20 000 personnes, sans qu'on ait pu tous les identifier et les confondre. Ça se passait de nuit, à l'abri des regards, en évitant soigneusement les témoins gênants. Et là, et vous allez le voir, c'est comme si les ravisseurs avaient tout fait pour qu'on les remarque, en plein jour, en pleine autoroute, avec force klaxon, et même en laissant dépasser de la vitre les pieds de la victime. Regardez. Rachid, salam alaikum. Rachid, Rachid. Rachid, هبطوا حراس بالنار هبطوا هبطوا رشيد 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 رشيد. Il l'enlève en plein jour devant tout le monde, laissant dépasser ses pieds de la vitre entrouverte, laissant les gens les filmer, filmer leurs plaques minéralogiques, leur visage. Et il n'y a pas que cela. Partout, et en même temps, comme si c'était réglé comme du papier à musique, des violations du droit des gens, des dépassements, des personnes armées qui tirent sur les gens en plein jour. Regardez, regardez cette autre scène qui s'est déroulée dans les environs de Mostrenem. قالت شو قال عم دور على هنايا جيري عليه هو لا حلوة حلوة اصبر 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 خلينا كاميرا اللوطو غادي اصبر خلينا كاميرا ما تريكيلا راني بكاميرا راني بكاميرا راني بكاميرا جيري عليه هو. Et toujours dans le même temps, des photos particulièrement choquantes sont mises en ligne sur les réseaux sociaux où l'on voit des femmes en tenue très légère, pour le moins qu'on puisse dire, dans le bureau d'un responsable, des femmes en train de siroter un pastis entre un Coran et l'emblème national et sous le portrait de Fakhamatouhou. Nous allons vous montrer les images, mais par respect pour la pudeur des familles, nous avons flouté les femmes qui y apparaissent et nous avons caché leur visage. Et une autre scène pour la route, même si celle-ci procède plus de la crétinerie qui règne en haut lieu que de la manipulation. Vous allez voir M. Ould Abbas en train de draguer, excusez pour le terme, ouvertement les dames qui se trouvent dans la salle. Le langage qu'il leur tient est juste incroyable pour un parti comme le
FLN, et il finit par leur donner publiquement son numéro de téléphone. Esma'ou wa'ou. النقطة الأخيرة وأنا نشوف السيدات هنا ربي يطول عمركم كامل زينين بيان عنا لا كاليتي في الفلان إلى حصلت تكلموا معنا عندكم الرقم تاعي كامل نعاود نقوله لكم 0770 عقلوا عليه انكم تعيطوا لي ليل ولا خلاص كان ولا ما كان بعض الاحيان 11 ساعه الليل واحد خدوني على الشيطان قال لي توحشتك والله العظيم والله منا من بويره 0770 سهل 160 160. Cette dégradation à peine croyable de la scène politique et de la société algérienne en général, en plus de sa tendance naturelle à l'inéluctable catastrophe, laisse penser qu'en plus de l'effet mortifère des incompétents qui nous dirigent, des forces agissent pour installer le décor d'un pays qui fonce droit au mur. Un décor vraisemblablement planté par des pompiers pyromanes et qui serait annonciateur d'autres sauveurs de la République qui viendraient encore une fois sauver la République et balayer ce qu'on ne tardera pas à nous présenter comme étant les fossoyeurs du pays. Aujourd'hui, TSA, il qualifie Ben Younes de Erioul, nouveau dérapage de Jamal Ould Abbas, par la rédaction. Liberté, Jamal Ould Abbas, Ammar Saadani, Ammar Ben Younes, Abdelmajid Sidi Saïd, Abdelmalek Sellal. Ces mots qui disent l'indigence politique. Par Karim Kbir, Algérie 24, Rachid Nekez assassiné. Le buzz, ce nouveau credo des politiques algériens, par Lies S. Algérie, la baltagisation du système, c'est notre titre d'aujourd'hui. Et avec nous pour en parler, avec moi ici sur le plateau, Idir Ounaren, militant des droits de l'homme. Merci Idir d'être des nôtres. Merci M. Benchnouf pour l'invitation. Merci. Au téléphone, nous aurons Nordine Belmoho, porte-parole des internets du camp du Sud, depuis Alger. Jamila Harshawi, orthopédagogue depuis le Canada. Moussab Hammoudi, enseignant-chercheur à Sciences Po, au téléphone depuis la France. Malheureusement, Rachid Nekez, nous n'avons pas pu l'obtenir. Il vient d'être relâché, il est sorti de l'hôpital, il est dans un sale état. Idir Ounaren, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il renseigne à travers tous les reportages. Il y a l'affaire Nekaz qu'il faut distinguer des autres affaires. Oui. L'affaire Nekaz, je me demande ce que font les Ligues des droits de l'homme algériennes. Il paraîtrait qu'il aurait déposé plainte auprès du procureur de Chlef de Blida. Sa plainte n'a pas été retenue. Oui, c'est ce qu'il dit, lui. C'est ce qu'il dit, lui. Oui. Quant à son enlèvement, ou son pseudo-enlèvement, parce qu'il faut être prudent dans ce genre de propos, il faut qu'on soit sérieux à un moment ou à un autre, c'est que Rachid Nekez nous avait habitués aussi dans son comportement lors des élections présidentielles. On lui aurait fait perdre 50 000 signatures. Il a eu des coups d'éclat un peu. Mais je pense qu'il est dans l'agite-propre, avec tout le respect que je dois à cette personne, bien évidemment. Maintenant, quant à savoir véritablement les tenants et les aboutissants, là, il faut noter aussi que la communication officielle n'a pas fonctionné. Là, il faut s'interroger. Rien du tout. Mais il faut se dire aussi, si on est un peu sérieux, c'est que cette histoire-là est un peu rocambolesque. Oui, mais Idir, moi je ne pense pas comme beaucoup de gens l'ont accusé de l'avoir organisé lui-même. Il n'est pas bête à ce point de laisser la plaque minéralogique, les gens apparaître qui sont dedans en train de conduire. Et vous savez, la nature du régime, il serait vite emparé de l'affaire pour nous prouver que c'est une affaire montée de toutes pièces. Or, ça n'a pas été le cas. Oui, mais aussi, il faut dire aussi que par rapport à ça, d'abord, il y a un manque de communication officielle qui doit remettre les choses en place immédiatement. Oui. Ça prouve tout au moins qu'au sommet de l'État, ça ne fonctionne pas. Oui.
parce que c'est un fait, peut-être un fait divers. On veut lui donner un caractère politique. Est-ce qu'il est politique ou pas? Dans quelles conditions ça a été fait? D'autant que rien ne présupposait qu'il organisait un meeting ou qu'il organisait une action de protestation qui aurait pu justifier l'intervention des forces de sécurité. Donc à ce moment-là, je pense qu'il faut être un peu prudent. Ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé. Il y a des images, mais bon, moi je dirais Et que... les dernières images viennent de tomber que nous n'avons pas pu passer. On le voit alité avec une Minerve en train de pleurer à chaudes larmes. Il pleure, il hurle de douleur, il pleure et il dit qu'il a été très maltraité. Nous n'avons pas pu les passer. J'espère que ce sera possible dans l'émission d'après, le Hadath. Mais Edir, vous n'avez pas remarqué que dans le même temps, il y a des choses qui éclatent ici et là? Oui, tout à fait. Comme oui, cette oui, histoire de photos qui a été balancée sur le Facebook. On voit des femmes en petite tenue dans un bureau de responsable, entre d'un côté le Coran, de l'autre côté l'Alam, et en haut... ça veut dire que c'est vraiment du scénario, c'est cousu humain. Mais C'est c'est-à-dire destiné à quoi, ça? C'est pas des signes. Il faut peut-être les relier à un moment ou à un autre parce qu'il y a une décrépitude des valeurs. Les valeurs, il n'y a plus de valeurs. Quand on est responsable, on se doit d'avoir une rectitude morale dans l'exercice de ses fonctions. Maintenant, c'est vrai que le bureau s'apparente à un bureau d'un responsable, peut-être basique, mais c'est d'un responsable. Maintenant, il faut dire aussi que c'est à l'image de la déliquescence de l'État. Et on en a vu avec Ould Abbas qui fait ses mais ça, on y compliments reviendra à l'auditoire féminin. Oui, tout à fait. Et qui donne son téléphone. Cette histoire de dame qui serait là en train de siroter un pastis, comme vous avez dit, ou autre chose, à la limite, c'est une crise morale, quelque part. L'Algérie est en pleine crise morale. Elle est en crise économique, pardon, elle est en crise politique. D'abord, crise politique, crise morale. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose est en train d'être concocté venant de la part d'un clan du régime pour montrer ce régime sous son jour le plus sale, le plus laid, et pouvoir justifier peut-être quelque chose qui se prépare contre les tenants actuels du régime? Tout peut s'envisager, évidemment, parce que ça c'est des micro-fixations qu'on nous présente comme étant accentuées aussi sur la déliquescence de l'État, qui pourraient justifier d'un pamphlet établi. Bon, ça c'est des hypothèses de travail. Mais en gros, pour moi, il se trouve que le fait que les dirigeants du pays, je parle de certains hommes publics, qui ont disons, été mêlés à des scandales même d'État, des scandales économiques, je suis désolé, la société l'encaisse. Et la crise morale vient d'abord de ces personnes-là, de ceux qui étaient censés gouverner, administrer le pays, le gérer. Et fatalement, il y a un impact sur la société. Et la société n'est que le reflet des hommes d'État qu'on a, en fait. Alors, on vient de me dire à l'oreillette, très mauvaise nouvelle, qu'un avion militaire se serait encore crashé à Ghardaïa. Croisons les doigts, comme on dit. Rabbi Ja'al Latf, Inch'Allah. Moussab Hammoudi, merci d'avoir accepté notre invitation. Moussab Hammoudi. Oui. Alors, il se passe des choses ces derniers jours en Algérie. Il y a un souci. Est-ce que vous m'entendez, Moussab Hammoudi? Là, je vous entends parfaitement. Très bien. Alors, d'abord, merci d'être des nôtres. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes enseignant-chercheur à Sciences Po Aix. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui se passe en Algérie où on assiste ces derniers jours à des événements on se serait mis d'accord tous ensemble pour faire exprès qu'on n'aurait pas fait mieux pour montrer ce régime sous sa plus laide façade, si je peux dire. Merci également pour vous pour m'inviter. Le plaisir est partagé. Et donc juste, j'aimerais voir la chose autrement, un peu de manière, on va dire, générique. C'est-à-dire, je vais m'écarter de tous les noms, je vais m'écarter de toutes les fonctions, et je vais me tenir juste au rôle. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'événements, mais en fait, qui semblent à première vue complexes, mais quand on pense juste d'une façon générique, on trouve que c'est facile à comprendre. Je me fais expliquer. Il y a deux dimensions en général. Il y a une dimension, par exemple, avec l'affaire Neckez, qui est le spectacle tragique. Donc, avec une mise en scène, avec une victime, avec un bourreau.
Donc, il y a une certaine violence qui exerce et qui, finalement, elle veut exprimer sciemment une pratique. Donc, cette pratique, il faut l'interpréter. Donc, il y a une application draconienne, on va dire, qui dit, la situation elle-même dit, vous parlez, on est brutal, vous revendiquez, on est brutal, vous cherchez des droits, on est brutal. Donc il y a aussi un élément de décor qui s'ajoute, qui est les armes. Donc les armes, c'est une menace. Et donc la brutalité en question, elle peut aller jusqu'à la liquidation. Donc ça, c'est la première dimension qui est la mise en scène donc d'un spectacle tragique. La deuxième donnée, c'est la médiocrité donc qu'on voit à travers Ould Abbas ou bien Ben Younes. Donc on le sait depuis un moment que la médiocrité en Algérie est un mode de gestion de l'autorité. Donc cette situation en elle-même, ça reste aussi un discours autoritaire, non verbal, donc symbolique, qui dit clairement, voilà ma façon d'être, donc vous m'acceptez ou vous acceptez les conséquences d'une supposée opposition. Oui, Donc, mais voilà la situation Moussab Hammoudi, pardon de vous interrompre. Vous savez que, par exemple, pour ce qui s'agit de l'enlèvement de Nekez, il est connu, archi connu, que les services de sécurité algériens sont hyper experts en matière d'enlèvement. Ils ont enlevé plus de 20 000 personnes. Les gens qui ont enquêté sur la question ont pu difficilement prouver quelques dizaines de cas qui ont été authentifiés comme étant l'œuvre des services de sécurité. Or, pour ce qui est de Nekez, il est enlevé en plein jour, avec beaucoup de bruit, avec une plaque minéralogique visible, des gens qui sont en train de les filmer. Vous n'avez pas l'impression que c'est fait exprès pour montrer le régime sous cet aspect-là? Oui, effectivement, d'où ma désignation de mise en scène. C'est-à-dire, on met une scène, et vous le savez très bien, il n'y a pas une scène sans spectateur. Donc, on met la scène, on met tout le décor, tous les éléments, pour que ça soit visible, que ça soit compris et que ça soit assimilé. Ça veut Donc, dire, c'est pas un d'après discours vous, direct, d'après un vous, discours non verbal qui dit, d'après voilà vous, comment je suis, c'est mis en je suis scène pour médiocre, faire peur. je suis... C'est mis en scène pour faire peur et non pas pour dégrader davantage l'image du régime. C'est surtout pour faire peur, pour intimider. Parce que finalement, l'une découle de l'autre. C'est-à-dire, en même temps opprimer, en même temps être féroce, mais pour dire, voilà comment je suis, je peux aller à des extrêmes de façon très rapide et de façon très draconienne. Donc en fait, le négatif, c'est l'essence de ce régime. Donc lui, il ne le perçoit pas comme négatif, il le perçoit comme un mode de confirmation de soi. Donc je ne veux pas verser dans le psychologisme, mais c'est une façon très autoritaire qui est la mentalité en fait autoritaire. Quelqu'un dans l'autoritarisme politique, il ne veut pas paraître beau, il veut paraître laid. Et quand il paraît laid, c'est comme ça qu'il croit bien gouverner. Donc ces mécanismes, en fait, comme je viens de le dire, ça peut paraître très compliqué quand on est dans l'actualité crue, mais qu'on essaie de déconstruire ça un peu de loin, on voit que c'est tellement simple que ça se base sur deux éléments, une mise en scène très draconienne, très féroce, et une médiocrité prononcée et assumée. Restez avec nous, Moussab Hammoudi, nous revenons à vous dans un instant. Nordine Belmouhoub est avec nous depuis Alger. Merci, Nordine Belmouhoub, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes militant des droits de l'homme. Nordine Belmouhoub, cette histoire, Nekez qui vient de déclarer là il est très touché, il pleure, il s'est fait filmer dans un sale état avec une minerve, il est en train de dire on m'a accusé d'avoir monté de toutes pièces mon propre enlèvement, il n'en est rien, et il donne des détails. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même qui avez été vous aussi victime d'un enlèvement il y a quelques années de la part des services du DRS? C'est Jamaldine. Je ne m'étonne pas, quand il s'agit d'enlèvement, de kidnapping, puisque comme vous venez de le dire, j'ai été enlevé une première fois en 92 pour me retrouver dans les camps du Sud. J'ai été enlevé le 23 octobre 2001
alors que Khalid Mezar était en audition en Suisse. Et ben voilà, M. Nekez, qui est victime d'un enlèvement, alors un enlèvement public, au vu aussi de tout le Justement, monde. Nordin Belmoub, vous ne vous êtes pas étonné qu'un enlèvement d'une personnalité politique, je rappelle, Rachid Nekez s'est présenté au présidentiel, se fasse de cette manière aussi visible, aussi évidente devant tout le monde? Vous n'avez pas trouvé ça bizarre? Vous savez, la médiocrité n'a pas besoin de se maquiller. Oui, mais Moussab Hammoudi est en train de nous dire que c'est une façon de montrer ses muscles, en quelque sorte, de dire aux autres, voilà ce qui pourrait vous arriver si vous vous opposez à nous, quoi, d'une certaine manière. C'est Jamal Din. Oui. Je vous apprendrai en vous disant que le système qui gouverne aujourd'hui en Algérie est un système prisogène par excellence, qui ne doit sa survie que grâce à... Nordin Belmoub, on revient vers vous dans un petit moment. On ne vous entend pas très bien. On va vous laisser entre les mains de la régie pour essayer de régler ce problème et je reviens à vous. Jamila Harshawi est avec nous. Jamila Harshawi, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Azul, c'est moi qui vous remercie. Je salue vos invités et vos téléspectateurs. Merci. Jamila, au sujet d'abord de l'enlèvement de Rachid Nekez qui est en train de défrayer la chronique, de faire un buzz incroyable sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est incroyable. C'est vrai que maintenant, il y a l'image. Comme vous l'avez déjà dit, il y a eu des enlèvements qui devaient être encore plus violents, plus féroces. Rien qu'à voir le journaliste Mohamed Tamelt, qui est mort en prison, qui a été tabassé. Et l'enquête, son frère, jusqu'à présent, il se bat justement pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est une avalanche de scandales à laquelle on assiste actuellement. Et voir dans quelles conditions il a été enlevé, c'est vrai que on se pose des questions. Est-ce que le pouvoir n'est pas en train de voir, parce qu'on constate actuellement que la cocotte est en train de bouillir, que ce soit la grève des médecins ou un peu partout dans toutes les wilayas. Donc les choses sont en train de lui échapper. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de concocter quelque chose, c'est-à-dire essayer de détourner un peu les aspirations populaires, parce que les gens ils sont tannés. Il y a des personnes qui sont, comme le commandant Asdin par exemple, il est condamné pour 5 ans de prison, je suppose. Il n'y a pas que lui, c'est la décadence totale. C'est la décomposition de l'État. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, je ne suis pas particulièrement théoricien du complot, mais ça me semble bizarre que toutes ces affaires tombent en même temps. Vous avez vu l'histoire de cette dame en petite tenue dans le bureau d'un responsable entre le Coran, l'emblème national et Bouteflika, photographiées comme si elles étaient devant un photographe, de façon professionnelle. Ce n'est pas un hasard, j'imagine. Je ne pense pas que c'est un hasard, je ne sais pas, mais c'est tellement choquant. C'est vrai que j'ai été choquée de voir ces photos-là. J'ai été aussi choquée par la déclaration d'Ould Abbas, qui traite les femmes comme des marchandises, carrément. Il parle de la femme comme si c'était une marchandise. Donc aucune règle, ni morale, ni respect. C'est-à-dire que les scandales ont commencé il y a très longtemps. Là, on voit les images. Tout simplement, on est en train de voir les images. Les harragas, les gens qui se suicident, la prostitution, tout ça, ça existe de plus en plus, surtout depuis une vingtaine d'années. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous demander de nous dire si vous craignez le pire devant cette dégradation quasi généralisée de la situation, du pouvoir d'achat des gens, de la sécurité. Vous avez vu sur cette plage comment quelqu'un tire à bout portant sur quelqu'un avec qui il avait une altercation. Je vous demanderai de nous dire si cette dégradation plus qu'annoncée, qui est déjà en cours, pourrait déboucher sur quelque chose d'autrement plus grave.
Jamila Harshawi. Je reviens à Nordin Belmohob en espérant qu'il sera plus audible. Nordin Belmohob. Allô? Oui, on vous écoute. C'est Kamaldin. Je disais que je ne vous apprends rien en disant que le système qui gouverne aujourd'hui en Algérie est un système schizophrène par excellence. Il ne doit s'assurer d'ailleurs que grâce à des partis politiques en hibernation prolongée. Et se voyant de moins en moins crédible, il ne peut survivre qu'en créant des crises plus ou moins médiocres. Le football ayant fini par ne plus être favorable, alors pour occuper la galerie, il s'adonne à un jeu dangereux au risque de mettre en péril la nation entière. Et quand je dis système, je dis la mafia politico-financière qui est en train de vendre le pays par tranche et au moins en France. Le désordre règne partout. L'anarchie est érigée en mode de gouvernance. L'élite, hélas, oui, hélas, elle est totalement absente et nous trouvons dans un désordre national et je dirais que rien ne va plus comme au Baccarat. Les élites justement, Nordin Belmohob. D'abord, moi je n'en vois pas, très franchement. Je n'en vois pas, ni sur le plan politique des partis politiques qui sont aux abonnés absents ou alors carrément au râtelier à la mangeoire. Sinon, vous avez entendu parler de cette initiative des médecins résidents qui se sont battus pendant tellement longtemps, des mois et des mois, pour enfin aboutir à demander à Monsieur le Président de la République d'intervenir. Et je rappelle qu'ils sont des médecins qui demandent à un grand invalide qui est censé être empêché de continuer, empêché constitutionnellement, ça veut dire subir une procédure d'empêchement. Alors eux qui sont médecins lui apportent une sorte de certificat médical de capacité puisqu'ils reconnaissent sa compétence et donc ils reconnaissent le fait, même si ce n'est pas le cas, que c'est bien lui qui dirige le pays. Donc quand vous parlez élite, très franchement... Je parle, si Jamal Din, de cette élite qui a des idées courtes, qui a totalement oublié que c'est le peuple qui en a fait des élites. C'est le contribuable qui a payé leurs études grâce à ses contributions. Et hélas, encore une fois, hélas, l'élite est absente, pour ne pas dire corrompue. Donc quand vous voyez des avocats loués en grand par Amaturo, c'est grave, moi je trouve que c'est grave. Alors qu'ils ne sont même pas capables de défendre une seule fois bénévolement un pauvre malheureux. Non, sincèrement, l'élite, je me demande s'il y a vraiment une élite dans ce pays. Restez avec nous, Nordin Belmohob. Justement, à propos d'élite et de personnalités politiques, et de leaders et de dirigeants, quand on voit la personnalité de M. Ould Abbas, ses frasques, ses sorties, ses petites phrases, ça veut dire qu'il aurait voulu faire exprès pour dégrader l'image du politique qui n'aurait pas réussi mieux que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est fait exprès? Je pense que ça ne peut pas être fait exprès, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on serait dans une espèce de déni du FLN historique, dans une espèce de continuité. Quoique qu'avec le parti unique, on s'était déjà éloigné de la Soumam et de tout ce qui a constitué l'âme de la révolution algérienne sous l'égide du FLN. Quand je rejoins tout à fait Mme Harshawi, quand elle dit qu'il a eu des propos sexistes, il faut le dire. Il a considéré la femme comme étant une marchandise en disant cette phrase, je m'excuse pour les téléspectatrices et téléspectateurs, en disant c'est de la qualité. Quand on va faire son marché, on se dit les légumes sont... Il y a de la qualité au FLN. C'est d'une qualité, etc., etc. Sans compter le fait... Avec un air entendu et presque un clin d'œil. Hein, oui, mais ça, bon, on peut peut-être dans une réunion avoir une trivialité, ça peut arriver à tout le monde, mais dans une espèce de respect des formes élémentaires de bienséance et de convenance. Là, il est... Ce que j'ai envie de lui dire à M. Ould Abbas, c'est que je crois qu'il a raté l'occasion de se taire.
Ça, c'est important. Deuxièmement, quand il affuble M. Amara Ben Younes d'Arioul, je suis désolé, je connais bien M. Ben Younes, je ne partage pas ses options politiques, mais je le connais bien. Excusez-moi, entre lui et M. Ould Abbès, il n'y a pas photo. Eh oui, j'imagine Ça, bien. je peux donc à ce niveau-là, ça aussi, ça pose problème. Et ça nous donne, si vous voulez, ça fait écho au fait qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Il y a trop de couacs et ça dure depuis trop longtemps. C'est cela que je voulais vous entendre dire et dire. Je ne sais pas comment dire. On dirait que, quand je disais tout à l'heure exprès, ce régime, quand il s'entoure de personnages de ce genre, quand il y a un couac, quelque part, une erreur, un effet pervers, que dans le lot, il y ait quelqu'un qui déconne, comme on dit. Excusez pour le terme. Mais on dirait que ce régime fait exprès de choisir les plus médiocres. Roul, vous avez entendu Roul? Oui, tout à fait. Sellel, vous avez entendu Sellel? Ould Abbès, Sidi Saïd de l'UJTA. Mais on dirait qu'il les choisit en fonction de leur médiocrité, de leur propension à dire n'importe quoi. Je pense qu'au-delà de ça, je pense qu'ils doivent avoir une espèce de fil rouge de communication. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Le souci, c'est que ça atteint d'abord l'ensemble des masses algériennes et l'ensemble des populations algériennes. Ça dénature aussi l'image de l'Algérie, ne serait-ce que dans la région nord-africaine et plus largement en Europe. Ça ne fait pas très sérieux, à un moment ou à un autre. Ou alors, comme vous le suggérez de manière assez fine, que tout ça se prélude à un plan amenant probablement pas une stratégie du chaos, mais une stratégie de la tension permanente, ça peut être envisagé aussi, ça peut être une hypothèse de travail. Mais je crois que personne n'aurait intérêt à le faire. Il serait temps qu'on sorte par le haut. Et de se dire, poser les vrais problèmes du pays. Poser les vrais problèmes du pays. Vous y croyez, vous, à cette version qui circule, à cette thèse que les gens qui sont au pouvoir font tout ce qu'ils peuvent pour tuer ce pays? La preuve, disent-ils, regardez les gens qu'ils nomment. On aurait voulu tuer ce pays qu'on n'aurait pas désigné d'autres personnes. Aussi incompétentes, aussi outrancières, aussi. Mais au-delà de ça, il y a un langage, il est violent. Je ne sais pas quel est l'interlocuteur qui a parlé de violence. Je crois que c'est monsieur qui enseigne à Aix-en-Provence. C'est vrai, oui. Il y a aussi le fait aussi que le pouvoir s'est restructuré de manière autoritaire depuis 2 mandats. Et à partir de ce moment-là, les libertés se sont confinées dans des espaces vraiment très petits. Regardez simplement, si on prend l'exemple de M. Karim Younes, qui a quand même eu un poste prestigieux, il a été président de l'Assemblée nationale. À qui on a interdit. Et chose rare, il était compétent. Oui. À qui on interdit de faire une conférence. Oui. Vous imaginez? Mais c'est peut-être pour ça. Ils arrivent jusqu'au stade, dans un village de Kabylie, à interdire des conférenciers. Oui, oui. C'est-à-dire, on veut vraiment, c'est la chape de plomb. Absolument. Le souci, maintenant, s'il faut rattacher à des événements qui se sont passés lors de la Coupe d'Algérie, où beaucoup de militants de Kabylie se sont fait malmener, et c'est factuel, hein, la presse en a parlé, il y a eu des reportages qui ont été faits, tous ces indices concourent à peut-être créer un climat de tension, mais à l'avantage de qui? Le souci, c'est celui-là. C'est-à-dire... Moussab Hammoudi, tout à l'heure, Nordin Belmohoub a parlé d'élite. Comment vous, depuis l'étranger, voyez-vous cette hémorragie migratoire, si je peux dire, de ces centaines de milliers de diplômés d'études supérieures qui fuient leur pays, de cette université qui est devenue muette, qu'on n'entend plus, ou alors qui est dirigée par des gens qui ont été confondus, convaincus de plagiat, hein, c'est un secret de polichinelle, de ces élites politiques qui ne parlent plus, qui sont au râtelier. Comment expliquez-vous tout ça, Moussab Hammoudi? En fait, ce que je peux dire, c'est une hémorragie qui a atteint un corps qui n'arrive plus à rêver. L'Algérie n'arrive plus à rêver. L'Algérie, bien sûr, c'est pas la carte géographique, ce sont ses compétences. Donc ils n'ont plus cette dimension de credo en leur pays. C'est pas un pays qui fait rêver, c'est pas un pays d'avenir. Et c'est ça le plus lamentable, parce qu'en fait, on abandonne le pays. C'est pas parce que les gens le veulent, mais c'est parce que ces gens ont beaucoup d'ambition, forcément, et que le pays n'offre pas d'ambition, même pas pour gérer des affaires très simples. Alors maintenant, cette question d'élite, si je la mets en corrélation avec Abbès, je dis que Abbès
après tout, c'est la vitrine, parce que c'est le leader du premier parti. Quand on dit le premier parti, c'est censé être la majorité. Donc, c'est censé être, si je veux être exact, le parti de presque tout le monde. Une grande majorité, en tout cas. En plus de la portée passionnelle, j'allais dire, du FLN qui a été le Front de Libération Nationale. Mais justement, c'est un dénigrement du passé, c'est une schizophrénie, donc c'est un Alzheimer politique. Donc on oublie ce qu'on était, on sait plus ce qu'on est et on bave. C'est du registre de la salive, c'est tout, il n'y a rien de cohérent. Ce que je veux dire ici, c'est normaliser la médiocrité de cette sorte-là. Ce n'est pas sans raison. Et en fait, c'est pour imposer une sorte de conflit dont l'équation est un peu simple finalement aussi, parce que c'est médiocrité versus compétence, et tout type de compétence, qu'elle soit politisée ou non, c'est-à-dire qu'elle soit scientifique, qu'elle soit artistique et autres. Donc, afin de jauger si cette médiocrité est finalement assimilée et admise, ou est-ce qu'elle est rejetée et éjectée. Donc le problème ici, ça reste aussi la réaction populaire. C'est ça le baromètre, en fait, et l'indicateur qui nous dit si cette façon de faire la politique est admise ou rejetée. Et puis, voilà. Justement, merci de m'y avoir amené tout naturellement. Justement, le problème, c'est que dans cette médiocratisation en marche, si je peux dire, dans cette médiocratie qui a réussi à s'installer, y compris dans les mœurs, y compris dans l'université, il n'y a pas de réaction populaire, il n'y a pas de réaction sociétale, jusqu'à l'université qui ne réagit pas de la plus petite façon, Moussab Hamoudi. Oui, bien sûr, parce que après, ça n'a pas été un seul coup de brèche lourd, fort et fatal. C'était vraiment fait graduellement, à petite dose, de façon à ce que ça soit vraiment, comme on dit, afin que la pilule passe facilement. Maintenant, voilà, le problème, c'est que la réaction populaire, je ne sais pas de quelle nature elle va être, mais s'enfoncer comme ça dans une fracture de temps, parce que là, maintenant, dans un laps de temps, finalement, après l'indépendance qui est de l'ordre de 60 ans, il y a une cassure sévère, donc qui sépare le passé du présent. Maintenant, s'il y a une prise de conscience de cette force symbolique avec laquelle on a tranché le temps algérien, de l'histoire algérienne en deux, ça risque d'être violent, et les réactions peuvent venir. Maintenant, ce qui est à craindre, c'est que plus la médiocre, elle monte, plus les futures réactions peuvent être violentes. Et là, je ne sais pas quel plan est prévu par les décideurs, par ceux qui gouvernent de cette façon-là. Mais en tout cas, il y a vraiment une impasse. On croirait même qu'ils sont en train de jeter de l'huile sur le feu. Mais restez avec nous, Moussab Hamoudi, Idir. Médiocrité versus compétence. Oui. L'expertise ne fait pas de quelqu'un un homme politique. Donc ils ont besoin aussi d'expertise. Le seul souci, c'est que l'élite algérienne, même si elle se confine dans des discours très théorisés, très conceptualisés, eh bien, la société n'est pas en marche, parce qu'il faut des transcripteurs de discours qui arrivent au niveau de la société afin qu'elle prenne conscience des enjeux économiques, des enjeux de liberté, des enjeux de démocratie, des enjeux de vivre ensemble, et qu'elle puisse s'approprier à la fois l'État et les institutions et les rendre plus vertueuses. Mais ça, c'est un long processus à construire, et les élites ont besoin, justement, c'est un devoir pour elles, comme pour nous tous, si tant est qu'on y fasse partie, d'essayer par acte pédagogique sur toutes les populations algériennes et de montrer les véritables enjeux sans invective, dans un climat d'apaisement, en donnant le cap. Le pouvoir algérien n'a pas de cap. Quand vous voyez, regardez ce qui se passe tout simplement au niveau de la Ligue arabe, qui est devenue la Ligue de l'Arabie saoudite. Oui. Quand il y a eu l'incident militaire entre Israël et l'Iran, les Saoudiens ont crié victoire, ce qui laisse supposer que peut-être il y a même des accords tacites entre l'État d'Israël et les Saoudiens, surtout pour peut-être sécuriser leurs frontières avec le Yémen concernant les missiles.
il est de nature publique. Vous lisez, il y a un journal à Londres qui est apparu il y a 3-4 mois où un général opérationnel israélien a dit qu'on a de très bons contacts, etc. etc. Oui, le souci n'est pas dans de le nature cadre du publique. normal. Hein. Mais nous vivons, normalisation. oui, nous vivons à la fois une crise économique qui est là, une crise morale, une crise identitaire, une crise institutionnelle, une crise politique. Est-ce qu'il a lieu de dire aussi, et je vous invite à y réfléchir, quand on dit le 5e mandat, pour moi déjà, monsieur, c'est déjà un problème. Parce que ce n'est pas M. Bouteflika, en tant que président de la République, qui sollicite un mandat, c'est le système qui sollicite un autre mandat. Jamila Harshawi, et la question, elle est là. Jamila Harshawi, vous qui êtes orthopédagogue, justement, hier, je regardais un petit micro-trottoir d'une chaîne de télévision qui a son bureau à Alger. Je ne dirais pas concurrente, je ne lui ferai pas cet honneur. Il faisait un micro-trottoir pour recueillir les gens sur ce qu'ils pensaient du 8 mai 1945. Tenez-vous bien, Jamila Harshawi. 80% ou 90% de ceux qui ont été interrogés ne connaissent pas cette date. Quelqu'un a dit, je crois, c'est la fête de la femme. Un autre, il a dû dire, c'est la fête de Papa Noël. Rien, aucune idée. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que, justement, tous nos problèmes viennent du fait que ce régime a réussi à nous ravaler vers le bas et du civisme, et de la science, et de la connaissance, et du savoir-vivre ensemble, et du politiquement, de la conscience politique? Eh ben, je pense que j'ai vu la vidéo dont vous parlez. C'est des jeunes qui ne dépassent pas la trentaine, donc c'est la génération Bouteflika. C'est vrai que c'est choquant de voir ces jeunes être incapables de répondre sur un aspect historique basique. Hein. Et je me dis que cette chaîne-là, est-ce qu'elle ne veut pas justement imputer la faute, l'erreur au peuple? C'est pas la faute de ces jeunes, parce qu'il y a différents moyens de transmettre, de vulgariser un petit peu l'histoire, que ce soit à travers des films, que ce soit à travers des concours qui se tiennent dans des écoles, dans les associations. Et quand on voit, il y a presque 60 ans, hein, depuis qu'on a eu l'indépendance, combien de films ont été réalisés, par exemple, sur la guerre d'Algérie? Ils se comptent sur le bout des doigts. Surtout ces 20 dernières années, c'est le désert total culturel. Vous savez, par exemple, pour la francophonie, ici au Canada ou en France, il y a plein de programmes culturels qui sont dispensés partout, que ce soit le théâtre, la télévision. Et quand il n'y a pas aussi l'exercice de la démocratie, parce que la démocratie, vous savez, liberté et justice, ça va de pair. Et la liberté, en fait, la démocratie, c'est quoi? C'est que l'être humain doit explorer. Il doit explorer, il doit mener des expériences, même sur le plan politique. Même quand il y a la démocratie, c'est sûr que ceux qui vont gérer vont se tromper, il y aura des erreurs. Mais l'erreur, c'est pas un échec. L'échec, c'est une expérience. Et c'est un peu comme un jardinier. Plus on sème la terre, plus on la travaille, plus il y a de la végétation, plus cette terre devient saine et pure. Et c'est comme ça, en fait. L'exercice de la démocratie est totalement absent. Et c'est ça qui fait qu'il y a aussi un sabotage. Il y a le sabotage de l'État, du pouvoir, qui a généré de l'auto-sabotage. Oui, justement, Jamila Harshawi. Comment expliquez-vous, j'allais dire, cette absence à la limite, on comprend qu'on a été réduit à l'ignorance de notre propre situation. Mais comment expliquez-vous cette absence de toute conscience politique au sein de l'université algérienne? Mais ça a été voulu. C'est l'effondrement du système éducatif, à commencer déjà par l'école primaire. Quand on voit que les enseignants au primaire sont formés maintenant à l'ITE, l'Institut technologique d'enseignement, qui a été fondé par l'école, par l'Église. Rien n'a été refait, alors que l'aspect pédagogique est la base, c'est très important. Il doit y avoir une formation universitaire pour les enseignants, alors que ce sont souvent des gens qui ont échoué, qui se retrouvent à l'éducation primaire.
Donc, c'est vrai que durant les années 70, par exemple, les médecins, c'était la crème. Les Algériens, je veux dire, les médecins algériens étaient renommés. Mais c'était une période, si je compare cette période, par exemple, des années 70, c'était un peu l'enfance. C'est-à-dire que le peuple était avec... ils avaient dans la tête toute une victoire. Donc la révolution, c'est quelque chose d'important. Il y avait plein d'espoir. Et l'espoir était insufflé. Nous étions en fait un modèle révolutionnaire. Mais par la suite, les autres cycles, ben, c'est la déchéance. Restez avec nous, Jamila Harshawi. Nordin Belmohob, vous qui êtes un militant très actif pour les internés des camps du Sud, pour les droits de l'homme, vous faites partie de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Comment expliquez-vous cette absence de solidarité non pas des Algériens les uns avec les autres, mais des opprimés, des victimes les unes avec les autres? Moi, j'implique ce retard. Je l'impute à la justice, ou plutôt à l'injustice. Les gens n'osent plus parler. Quand vous voyez, par exemple, que les doyens des défenseurs des droits de l'homme, en l'occurrence Ali Riabouno, auquel je profite pour réitérer mon soutien total et irréversible, quand vous voyez que ce doyen, cet homme qui a donné plus de 70 ans de sa vie à la défense des droits de l'homme, à la révolution, tout ça, vous voyez qu'on veut le mettre à la porte, à la rue, et la justice qui ne bouge pas, qui ne dit rien du tout, et la presse et les médias dans tout cela. Ils ont un rôle à jouer quand même, les médias. Oui. Et restez avec nous, Nordin Belmohob. Je suis obligé d'accélérer un peu, nous arrivons vers la fin. Moussab Hammoudi, d'après vous étiez en train tout à l'heure quasiment de prédire, sans vraiment le dire de façon claire et directe, qu'il se pourrait que la réaction qui semble tarder à venir pourrait être très violente. Vous pensez que nous pourrions vivre une autre tragédie en Algérie si rien n'est fait pour arrêter cette fuite en avant, j'allais dire? Le problème avec ce type de régime autoritaire, c'est qu'il n'a pas de mode de gestion, c'est-à-dire son seul mode de gestion est la non-gestion, c'est-à-dire il brûle des étapes vitales et en contrepartie, il enfonce la société dans une crise sur toutes les dimensions, donc qu'elle soit scientifique, qu'elle soit morale, qu'elle soit esthétique, donc sur tous les plans. Et de ce côté-là, je peux reprendre la métaphore qui était formulée tout à l'heure. Donc c'est une cocotte minute. C'est une cocotte minute qui, si on l'ouvre pas, donc elle explose. Dans ce contexte-là, on ne peut pas prédire finalement quelle serait la situation et comment. Le temps et la façon, on ne peut pas la dire. Mais c'est sûr que ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a un ras-le-bol général, appuyé par la dimension surtout économique. Parce que généralement, les gens, ils sont bien quand on ne touche pas à leur poche. Soyons clairs, la dimension économique, bien qu'elle paraisse complexe, elle est très facile aussi. Donc, dès que le citoyen n'arrive plus à manger, il va protester. Parce que de toute façon, il sera enclin à mourir de façon ou d'une autre. Donc, autant essayer de revendiquer quelque chose. Et puis, quelque chose d'assez important, c'est rendre un peu prévisible une réaction de l'autre côté. Un régime qui est dans la médiocrité, il est forcément dans la violence. Et donc c'est ça, moi, que personnellement, il peut me faire peur parce que c'est un modèle qui s'inspire de régimes très anciens qui n'existent plus. Donc sa façon de faire, elle peut être hostile, elle peut l'emmener aussi à ne plus exister comme ça. Maintenant, quel est le tribut, quel est le prix à payer? C'est-à-dire, pour moi, c'est pas quelque chose que je le dis de façon pédante ou théorique ou quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui suscite beaucoup de crainte. En fait. Et restez avec nous, Hammoudi Moussab, nous arrivons à la fin, en moins d'1 minute 30.
vos peurs oui, vos c'est-à-dire espoirs. certaines peurs sont justifiées, d'autres pas. Moi, je pense que par rapport à la rentrée, c'est un peu loin encore, mais à la rentrée sociale prochaine, tout va s'accélérer. Le seul souci, c'est pas laisser... On va vers les séances présidentielles. Oui, tout à fait. On ne va pas laisser ceux qui sont partisans de la stratégie à la fois du pourrissement, qui peut entraîner justement la stratégie du chaos. Il y en a beaucoup à l'intérieur du système qui prédisent ceci. Il y en a d'autres qui sont un peu plus prudents et qui se disent le statu quo nous permet de gagner du temps, mais quelles sont les forces à l'intérieur du système qui ont la conscience nationale, eu égard au sang versé en commun, de proposer une alternative sérieuse et crédible. Tant qu'on ne parlera pas de problème de la nation, quand on ne parlera pas d'un nouveau pacte d'union nationale autour d'objectifs clairs, précis, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Le danger est là aussi, parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a des problèmes chez les Mozabites, il y a des problèmes chez les Touaregs, il y a des problèmes chez les Kabyles, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux. Ils sont nombreux, ils sont légion. Et il y a des problèmes chez les jeunes, il y a des problèmes chez les chômeurs, il y a des problèmes chez les victimes, chez les mal logés, chez les magorènes. C'est tout ça qui fait qu'il y a des éléments qui concourent à penser, et je rejoins notre ami d'Aix-en-Provence, que la cocotte minute est pleine, et si on ne dessoupape pas, on risque d'aller vers l'aventure. يديروا النغن ميرسي نور الدين بالموهوب ميرسي جميلة حرشاوي ميرسي مصعب حمودي ميرسي à vous chers amis d'avoir suivi cette émission بقوا على خير بسلامة